La clé USB reposait sur le comptoir de la cuisine de Mason Reed, une sentinelle silencieuse ressemblant à un serpent lové sur lui-même. Il l'avait découverte ce matin, nichée dans son casier au travail, totalement dépourvue de marque, à l'exception d'un seul mot inscrit au marqueur noir. Vérité. Ses mains tremblaient tandis qu'il insérait l'appareil dans son ordinateur portable. Le fichier audio durait 13 minutes. Mason lança la lecture, et à cet instant précis, il entendit les fondations mêmes de sa vie commencer à s'effondrer. Mon Dieu, Mason est tellement ennuyeux. La voix de Sabrina résonnait avec une clarté cristalline. Je me demande parfois ce qui m'a pris quand je l'ai épousée. Le rire de Cody lui répondit en écho. Allons, ma belle, il n'est pas si terrible que ça. Juste prévisible. Prévisible? Cet homme ne l'avait pas surprise une seule fois en 15 ans. Il se lève à 5 heures, m'embrasse sur le front comme si j'étais sa grand-mère, et va au travail. La même routine tous les jours. Au moins, il est constant, rétorqua Cody, bien que Mason discernât la moquerie sous-jacente, constamment fade. Tu sais ce qu'il m'a dit hier? Il m'a demandé si je voulais aller chez Home Depot avec lui samedi. Home Depot? Cody? Comme si c'était un rendez-vous romantique. En parlant de rendez-vous, quand vas-tu lui parler de nous? Mason sentit son sang se transformer en glace. La tasse à café, échappant à sa prise, se brisa sur le sol. Je ne sais pas, continua Sabrina. Mason? Peut-être jamais. Il est tellement pathétique que j'en ai presque pitié. En plus, il paie l'hypothèque et j'en retire les avantages, répliqua Cody. Le pauvre bougre n'a aucune idée que son meilleur ami est. Mason claqua l'ordinateur portable. Le silence qui suivit fut profond, presque assourdissant. Il resta assis dans sa cuisine pendant 2 heures, fixé sur les fragments de la tasse à café brisée. Les morceaux de céramique, tranchants et éparpillés, reflétaient l'état irréparable de son mariage. 3 semaines auparavant, le monde de Mason était un royaume d'ordre parfait. Il se levait à 5 heures du matin, préparait du café, et observait Sabrina dormir pendant exactement 3 minutes avant de déposer un baiser sur son front. Elle murmurait quelque chose à propos du fait qu'il était trop tôt, et il lui murmurait son amour en retour. L'usine de robotique où il était employé manquait peut-être de glamour, mais elle lui assurait un revenu confortable. Mason avait consacré 12 ans à l'établissement, entretenant méticuleusement la vaste chaîne de montage, peuplée de robots construisant des composants automobiles. Il avait une meilleure compréhension des machines que des gens. Les machines étaient régies par la logique. Leur dysfonctionnement était traçable à des causes définissables, permettant un diagnostic et une résolution. Cody Walsh avait commencé à travailler à l'usine à peine 6 mois auparavant. Jeune et charismatique, doté d'un sourire facile et d'une confiance que Mason enviait, Cody était rapidement devenu le chouchou de l'équipe de maintenance. Tout le monde l'adorait. Hey, Mason l'avait interpellé Cody ce mardi matin. Comment va ta femme? Elle va bien, répondit Mason, tout en surveillant la pression hydraulique du robot numéro 7. Toujours en train de travailler sur cette rénovation de cuisine que j'ai commencé l'année dernière. Mec, il faut vraiment que tu termines ce projet. Sabrina se plaint de ses placards à moitié finis depuis des mois. Mason leva les yeux. Elle s'est plainte auprès de toi. On discute parfois quand je passe. Elle fait un café incroyable, d'ailleurs. Bien meilleur que ce jus de chaussettes de l'usine. Tu es allé chez moi. Juste quelques fois. Elle a appelé pendant que tu étais à ce séminaire de formation à Cleveland. Elle a dit que le broyeur d'ordures était en panne. Je l'ai réparé pour elle. Mason ressentit un serrement étrange dans sa poitrine. Elle ne m'en a pas parlé. Elle ne voulait probablement pas te faire sentir mal de ne pas avoir terminé la rénovation. Cody frappa Mason sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, mon pote. Nous sommes amis. Je suis heureux de rendre service. Ce soir-là, Mason interrogea Sabrina au sujet du broyeur d'ordures. Oh, ça, répondit-elle, détournant le regard de son ordinateur portable. Il faisait de nouveau ce bruit de grincement. Cody était dans le quartier et a proposé de jeter un coup d'œil. Depuis quand as-tu le numéro de Cody? Depuis qu'il me l'a donné au pique-nique de l'entreprise. Il a dit que je devrais l'appeler si j'avais besoin d'aide avec la maison pendant que tu travailles. Mason eut envie de poser d'autres questions, mais le ton de Sabrina portait une finalité implicite à la conversation. Il se coucha, se sentant mal à l'aise. La semaine suivante,
il arriva chez lui et découvrit le camion de Cody garé dans son allée. « Salut Mason. » Cody sortit du garage, s'essuyant les mains avec un chiffon. « J'aide Sabrina à déplacer des cartons. » « Quels cartons ? » ? Les décorations de Noël. Elle voulait qu'on les monte au grenier. Mason observa sa femme, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux, aussi, étaient différents, coiffés d'une manière qui lui donnait une apparence plus jeune. « J'ai essayé de t'attendre, expliqua Sabrina, mais tu as fait tellement d'heures supplémentaires ces derniers temps. » « Je n'ai pas fait d'heures supplémentaires. »« Eh bien, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. » Cody s'interposa, se plaçant entre eux. « Eh, pas de souci. J'étais content de rendre service. C'est ce que font les amis, non ?» Mason acquiesça. Pourtant, quelque chose clochait. Le garage embaumait le parfum de Sabrina mêlé à une autre fragrance. Quelque chose de masculin et d'inconnu. Au cours des 2 semaines suivantes, Mason commença à percevoir de subtils changements. Le téléphone de Sabrina restait face contre table pendant le dîner. Elle se douchait de plus en plus souvent. Elle avait même commencé à se maquiller pour aller à l'épicerie. « Tu es jolie aujourd'hui, remarqua-t-il un matin. « Je suis comme d'habitude, répondit-elle. Cependant, ses joues se colorèrent. Au travail, Cody, lui aussi, affichait un changement d'attitude. Plus confiant, plus suffisant. Il faisait des blagues sur la vie conjugale qui semblaient excessivement précises, excessivement renseignées. « Tu sais quel est ton problème, Mason ?» demanda Cody pendant leur pause déjeuner. « Tu es trop gentil. Les femmes ne respectent pas les hommes gentils. Sabrina me respecte. » « Vraiment ?» Le sourire de Cody avait une acuité presque prédatrice. « À quand remonte la dernière fois qu'elle a pris l'initiative d'une intimité ? À quand remonte la dernière fois qu'elle t'a demandé comment s'était passée ta journée ? À quand remonte la dernière fois qu'elle t'a regardé comme elle me regardait hier ? » Le sandwich de Mason se transforma en carton dans sa bouche. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ? « Rien, mec. Je dis juste que tu devrais peut-être te ressaisir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Ce soir-là, Mason tenta d'initier une intimité avec sa femme. Sabrina le repoussa. « Je suis fatiguée, déclara-t-elle. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Je sais. Je traverse juste quelque chose en ce moment. » Quel genre de quelque chose ? Sabrina se détourna. « Je n'ai pas envie d'en parler. » Mason resta éveillé jusqu'à l'aube, le regard fixé sur le plafond. La femme à côté de lui donnait l'impression d'être une parfaite étrangère. Le point de rupture arriva un jeudi. Mason s'était mis en arrêt maladie, souffrant d'un problème d'estomac, avec l'intention de passer la journée à se reposer. Vers midi, il perçut des voix provenant du garage. Son garage, le sanctuaire de ses outils, son établi, la Camaro vintage de son père, qu'il restaurait avec amour depuis 10 ans. Mason se faufila jusqu'à la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers les stores. Le camion de Cody était garé dans l'allée, mais l'angle l'empêchait de voir à l'intérieur du garage. Il récupéra ses clés et s'aventura à l'extérieur, avec l'intention de contourner la maison par l'arrière. En atteignant l'angle, il entendit des rires. Les rires de Sabrina, mais différents, plus légers, plus joyeux qu'il ne les avait entendus depuis des années. « Mon Dieu, c'est tellement mieux que mon appartement. » La voix de Cody portait clairement à travers la porte ouverte du garage. « On devrait faire attention, répondit Sabrina. Mason pourrait rentrer plus tôt. »« Et alors ? Ce type est à côté de la plaque. Même s'il nous surprenait, il s'excuserait probablement de nous interrompre. » Leurs rires lacérèrent Mason comme des éclats de verre brisés. Il ressentit une envie irrésistible de se précipiter dans le garage, de les affronter, d'en venir aux mains. Au lieu de cela, il resta figé derrière sa propre maison, écoutant sa femme et son meilleur ami se moquer de lui. « Je me sens parfois coupable, avoua Sabrina. Ce n'est pas une mauvaise personne. Ce n'est pas une bonne personne non plus. Il est juste là, comme un meuble. Un meuble cher. Il paie tout. C'est tout ce à quoi il sert. Un chèque de paie et un endroit pour se retrouver. » Mason tituba jusqu'à son camion et conduisit sans but pendant 3 heures. À son retour, le camion de Cody avait disparu. Sabrina était dans la cuisine, préparant le dîner comme si rien de répréhensible ne s'était produit. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle, sans croiser son regard.
Oui, mentit Mason. Ce soir-là, il ne se coucha pas. Il resta assis dans son camion dans l'allée, le regard fixé sur sa maison, se demandant qui étaient les personnes à l'intérieur. Le lendemain au travail, Cody était tout sourire. « Comment vas-tu, mon pote ? J'ai entendu dire que tu étais malade hier. »« Je vais bien. » »« Content de l'entendre. »« Au fait, je suis passé voir Sabrina. Je me suis assuré qu'elle allait bien pendant que tu étais souffrant. » La poigne de Mason se resserra sur sa clé à molette. C'était attentionné. C'est ce que font les amis. En parlant de ça, tu veux aller boire une bière après le travail ? Il y a quelque chose dont je veux te parler. Mason accepta, s'accrochant à un fragile espoir que Cody avoue, s'excuse, lui donne l'occasion de pardonner et d'oublier. Au lieu de cela, Cody consacra 1 heure à discuter de ses perspectives de promotion et de ses projets d'achat d'une maison. Il ne mentionna jamais Sabrina une seule fois. « Tu es silencieux ce soir, observa Cody. »« Je réfléchis. »« À quoi ?» Mason jeta un coup d'œil à sa bière, puis au visage de son ami. « À la loyauté. À ce que signifie faire confiance à quelqu'un. Des sujets sérieux. Tout va bien à la maison ?» Le sourire de Cody vacilla un bref instant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-moi. » Ils échangèrent des regards par-dessus la table. Mason attendit que Cody craque, confesse sa transgression, fasse preuve d'un minimum de remords. Au lieu de cela, Cody éclata de rire. « Tu agis bizarrement, mec. Peut-être devrais-tu en parler à quelqu'un. Genre un thérapeute ou quelque chose comme ça. Peut-être devrais-je. Sérieusement, la paranoïa peut être un signe de dépression. Tu devrais peut-être te faire examiner. » Mason quitta le bar avec un sentiment d'amoindrissement, encore plus fort qu'à son arrivée. Même le fait d'avoir confronté son traître avait été perverti, le faisant se sentir comme la source du problème. Pendant la semaine qui suivit, il tenta de simuler la normalité. Il se réveillait à 5 heures du matin, embrassait le front de Sabrina, allait au travail, rentrait à la maison, dînait, regardait la télévision et se couchait. La routine qui lui avait autrefois apporté du réconfort lui semblait maintenant être une prison. Sabrina communiquait à peine avec lui. Quand elle le faisait, c'était pour des questions pratiques, les factures, les courses, le chien du voisin qui aboyait sans cesse. Elle ne lui demandait jamais comment s'était passée sa journée, ne le touchait jamais, ne le regardait jamais avec autre chose qu'une légère irritation. Au travail, la popularité de Cody atteignit des sommets sans précédent. Il avait été promu chef d'équipe, surpassant ainsi Mason. L'ironie ne lui échappa pas. « Félicitations », proposa Mason en apprenant la nouvelle. « Merci, mon pote. Je sais que ça peut être gênant, que je sois ton patron maintenant, mais rien ne changera entre nous. » Tout avait déjà subi une transformation. Mason ne l'avait simplement pas encore reconnu. La clé USB se matérialisa dans son casier le lundi suivant. Mason l'examina pendant 60 secondes avant de l'emporter chez lui. Maintenant, assis dans sa cuisine, son mariage était en ruine autour de lui, comme de la porcelaine brisée. Mason comprit enfin son impératif. Il ne pouvait plus persister dans la simulation. Le pardon et l'oubli étaient hors de sa portée. Il ne pouvait pas incarner l'individu affable qui s'excuse d'avoir été trahi. Le Mason Reed d'autrefois avait cessé d'exister. Ce qui allait émerger de ses cendres était quelque chose de complètement différent. Mason s'absenta du travail le lendemain, et le jour suivant. Il simula une maladie, invoquant une dépression aiguë, et son superviseur, qui avait toujours admiré la fiabilité inébranlable de Mason, l'encouragea à prendre tout le temps dont il avait besoin. Le bien-être mental est primordial, avait déclaré le superviseur. Nous préserverons votre poste. Mason n'avait aucune intention de revenir. Il passa la première semaine enfermé dans son pick-up, garé à divers endroits de la métropole. Le bord du lac, la zone industrielle, l'ancienne aciérie abandonnée depuis 2 décennies. Il se nourrissait d'aliments achetés en magasin de proximité et dormait dans la cabine exiguë, ignorant les appels et les textos de Sabrina. Au début, elle se montra inquiète. « Où es-tu ? Vas-tu bien ? S'il te plaît, rentre à la maison. » Au 3e jour, son intonation s'était métamorphosée. « C'est ridicule. Tu te comportes comme un gamin. » Au 7e jour, elle avait complètement cessé de communiquer. Mason profita de ce temps pour la contemplation, pour élaborer des stratégies, pour se souvenir de son ancien moi, avant le mariage,
les prêts hypothécaires et la routine monotone de l'âge adulte responsable. Il avait été boxeur au lycée. Pas exceptionnel, mais compétent. Assez compétent pour obtenir plus de victoires que de défaites. Il était plus robuste alors, plus en colère, plus enclin à prendre des risques. L'université l'avait tempéré, le mariage l'avait domestiqué, et 15 ans de travail régulier l'avaient transformé en exactement ce que Cody avait qualifié « meuble ». Cependant, les meubles pouvaient être déplacés, reconfigurés, réutilisés. Le 8e jour, Mason conduisit à la périphérie de la ville, vers une propriété qu'il avait héritée de son oncle 5 ans auparavant. Elle comprenait 8 hectares de broussailles, avec une modeste maison et un vaste garage qui avait autrefois servi d'atelier de réparation automobile. Lui et Sabrina avaient envisagé de la vendre, mais le marché était défavorable, et Mason était sentimental à l'idée de la conserver. Maintenant, il était reconnaissant de l'avoir fait. La maison était poussiéreuse, mais habitable. Le garage regorgeait d'outils et d'équipements anciens, y compris un élévateur automobile complet et suffisamment d'espace pour entretenir plusieurs véhicules. Mason consacra la journée au nettoyage, à l'organisation et à la planification. Il retourna à sa véritable résidence après la tombée de la nuit, se garant dans la rue et observant par les fenêtres. Sabrina était affalée sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, probablement engagée dans une conversation vidéo avec Cody. Elle semblait détendue, voire heureuse. Mason n'éprouva rien en l'observant. C'était l'aspect le plus troublant. Pas d'animosité, pas de désespoir, juste un engourdissement froid et vide là où résidait autrefois son affection pour elle. Il entra dans la maison pendant qu'elle prenait sa douche, emballa 2 valises avec ses vêtements et ses effets personnels, et laissa un mot sur le comptoir de la cuisine. Parti pour un certain temps. Besoin de réfléchir. N'attends pas mon retour. Lorsque Sabrina découvrit le mot, Mason était déjà de retour sur la propriété de son oncle, assis dans le garage obscurci avec une bière et un carnet, consignant tout ce qu'il savait sur Cody Walsh. Cody était originaire de l'Ohio. Il avait déménagé en ville 6 mois plus tôt pour le poste à l'usine. Il résidait dans un appartement d'une chambre sur le côté sud, conduisait un Ford F-150 en leasing et avait été marié auparavant. Son ex-épouse résidait à Cincinnati avec leur fille de 8 ans. Il était charmant, sûr de lui et fondamentalement égoïste. Il identifiait les opportunités et les saisissait sans se soucier des conséquences pour les autres. Il avait probablement été infidèle à son ex-femme également. Plus important encore, Cody était imprudent. Il prenait des risques parce qu'il n'avait jamais rencontré de véritables conséquences à ses actes. Il présumait que les autres, en particulier les individus aimables comme Mason, seraient invariablement trop faibles ou trop vertueux pour riposter. Mason avait l'intention de lui démontrer son erreur. La phase initiale de sa stratégie était de disparaître complètement. De laisser Cody et Sabrina croire qu'ils avaient triomphé. Que Mason avait simplement capitulé et était parti. De les laisser devenir complaisants. Imprudent, sûr de lui, il contacta l'usine et présenta formellement sa démission, invoquant une urgence familiale. Son superviseur fut déçu, mais compréhensif. Mason avait toujours été un employé irréprochable. Personne ne remit en question ses raisons de partir. Il ferma son compte bancaire commun avec Sabrina, transférant la moitié des fonds sur un nouveau compte dans une autre banque. Il annula ses cartes de crédit, son abonnement à la salle de sport, son abonnement au journal local. Il effaça méticuleusement Mason Reed des registres de la ville. La deuxième phase était la métamorphose. Mason s'était laissé aller au fil des ans. Pas obèse, mais ramolli. Confortable. Il avait encore le physique d'un athlète, mais il avait perdu le tranchant. Il retrouva son ancien entraîneur de boxe, Ray Martinez, qui travaillait dans une salle de sport du quartier des Entrepôts. Ray avait 65 ans maintenant, les cheveux gris et souffrant d'arthrite, mais ses yeux conservaient toujours l'éclat prédateur d'un combattant. Mason Reed prononça Ray lorsqu'il entra dans la salle de sport. « J'ai entendu dire que tu t'étais marié. » Installé. « C'est le cas. » Ça n'a pas marché. Je suis désolé d'apprendre ça. Es-tu ici pour retrouver la forme? Je suis ici pour devenir dangereux. Ray l'examina longuement. C'est une toute autre affaire. Es-tu certain que c'est ce que tu désires? J'en suis certain. Alors commençons. Mason se lança dans l'entraînement avec la ferveur d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Il était à la salle de sport à 6 heures du matin chaque jour. Courir, soulever des poids,
frapper le sac lourd jusqu'à ce que ses mains saignent. Collaborer avec lui sur la technique, lui rappelant les combinaisons qu'il avait oubliées, lui en enseignant de nouvelles. Tu n'as plus 20 ans, le mit en garde Ray. Tu ne peux pas simplement foncer tête baissée dans les escarmouches. Tu dois être astucieux, patient. Fais en sorte que chaque coup porte. Mason cultiva la patience. Il apprit à attendre le moment opportun pour placer ses coups, à inciter ses adversaires à commettre des erreurs. Il apprit à infliger des dégâts efficacement. La troisième phase était l'acquisition de renseignements. Mason ne pouvait pas simplement approcher Cody et Sabrina et les confronter. Il avait besoin d'un levier, de preuves, de munitions. Il commença par installer un minuscule dispositif d'enregistrement dans le camion de Cody. Rien de sophistiqué, juste un enregistreur numérique basique fixé sous le siège passager. Cody était trop arrogant pour vérifier la présence de dispositifs de surveillance, trop confiant en sa propre astuce. Les enregistrements furent révélateurs. Cody conversant avec des connaissances à propos de sa petite amie mariée et de son mari pathétique. Cody au téléphone avec son ex-épouse, mentant sur le fait d'avoir un emploi et une relation stable. Cody discutant d'une transaction immobilière douteuse avec quelqu'un nommé Jason Crow. Il s'avéra que Jason était le cousin éloigné de Cody, un promoteur immobilier à la langue bien pendue qui travaillait au service d'urbanisme de la ville. Les deux collaboraient à une forme de délit d'initié, utilisant l'accès de Jason au plan de développement pour acquérir des propriétés avant leur annonce. Pour le développement commercial, c'était illégal, mais le prouver serait ardu. Mason avait besoin de preuves supplémentaires. Il passa des semaines à filer Jason, à apprendre ses routines, ses habitudes, ses faiblesses. Jason était une créature d'habitude. Déjeuner au même restaurant tous les jours. Verre au même bar tous les jeudis, visite de maîtresse tous les mardis après-midi. Mason commença à fréquenter le bar de Jason, assis dans le coin, sirotant une bière et écoutant. Il fallut 3 semaines, mais finalement Jason s'enivra suffisamment pour discuter de ses transactions immobilières, assez fort pour que Mason puisse enregistrer. Le projet de développement du centre commercial devrait être annoncé le mois prochain, marmonna Jason au téléphone. La petite amie de mon cousin est en train d'acquérir le terrain adjacent cette semaine. Quand l'annonce sera faite, sa valeur triplera. Mason sourit et finit sa bière. La 3e phase était achevée. La 4e phase était l'application. Mason avait consacré 3 mois à la préparation, à la formation et à la collecte de renseignements. Il était temps d'agir. Il commença modestement. Le camion de Cody émettait un bruit particulier ces derniers temps, conséquence du sucre que Mason avait déposé dans le réservoir de carburant. Rien de dangereux, simplement irritant et coûteux à réparer. Cody manqua un entretien d'embauche parce que le camion tomba en panne en route. Pas de chance, lui envoya Mason par SMS. J'espère que ce n'était rien de grave. Juste une opportunité de promotion, rétorqua Cody. Je décrocherai la prochaine. Il n'y en aurait pas de prochaine. Mason avait envoyé des copies des enregistrements immobiliers à la commission d'éthique de la ville, au procureur général de l'État et au journal local. Jason Crow était sur le point de vivre une semaine très désagréable. L'histoire éclata un mardi, un responsable de l'urbanisme de la ville impliqué dans une fraude immobilière. La photo de Jason ornait la une du journal du matin, accompagnée de transcriptions de ses conversations enregistrées. À midi, Jason avait été suspendu, dans l'attente d'une enquête. Le soir, la police l'arrêta pour corruption et délit d'initié. Cody téléphona à Mason ce soir-là, paniqué. « Tu as entendu parler de Jason ? » ? « Oui, j'ai vu ça aux infos. » « Dingue, cette histoire. C'est mon cousin. Il pose des questions à tous ceux qui pourraient être impliqués. Tu n'étais pas impliqué, toi ? Bien sûr que non. Mais il pourrait vouloir me parler quand même. Liens familiaux, tu sais. Mason sourit dans l'obscurité de son garage. Je suis sûr que tout ira bien pour toi. Tu es doué pour te sortir des mauvais pas, la police souhaita bel et bien parler à Cody. Elle souhaita lui parler de plusieurs acquisitions immobilières suspectes, des appels téléphoniques enregistrés entre lui et Jason, de son intérêt soudain pour l'investissement immobilier. Cody engagea un avocat avec des fonds qu'il ne possédait pas. Le stress se manifestait sur son visage, dans ses performances au travail, dans sa relation avec Sabrina. Il se comporte bizarrement ces derniers temps, se plaignit Sabrina à une amie au téléphone. Mason écoutait. Paranoïaque, sur les nerfs.
Ce n'est pas attirant. Peut-être qu'il est juste stressé à cause du travail, suggéra son ami. C'est plus que ça. Il n'arrête pas de me demander si j'ai remarqué quelqu'un qui le suivait, si j'ai vu des véhicules inconnus. Il me rend anxieuse. Mason était patient. Il laissa la pression s'accumuler progressivement, comme l'eau derrière un barrage. Tous les quelques jours, quelque chose d'autre se passait mal dans la vie de Cody. Sa carte de crédit était refusée dans un restaurant. Le gérant de son appartement recevait une plainte anonyme concernant de la musique excessivement forte. Son ex-femme recevait un colis mystérieux, rempli de preuves de son montage immobilier douteux, dont aucune ne pouvait être reliée à Mason. Il était méticuleux, méthodique et pratiquement invisible dans ses machinations. À l'approche de Noël, Cody était en plein désarroi. Bien que l'enquête immobilière l'ait exonéré de toute responsabilité pénale, le stress qui en avait résulté avait entraîné la perte de sa promotion et de ses réserves financières. De plus, sa relation avec Sabrina était gravement compromise. Son ex-femme menaçait de retourner devant les tribunaux pour une nouvelle bataille pour la garde. Mason observait ces événements depuis l'ombre, tirant une satisfaction glaciale de la situation difficile de Cody. Cependant, il était loin d'en avoir fini. En effet, le vrai travail ne faisait que commencer. La réunion clandestine dans l'entrepôt était prévue pour le 15 janvier. Mason avait consacré des semaines à orchestrer la réunion, en utilisant un compte de messagerie électronique fabriqué et un récit soigneusement construit concernant une opportunité d'emploi potentielle. Cody, dans son désespoir, était prêt à rencontrer quiconque pourrait lui offrir un travail stable. Mason arriva bien à l'avance, positionnant son camion derrière le bâtiment délabré et effectuant un inventaire final de son équipement, un appareil photo numérique, un dispositif d'enregistrement de secours et une trousse de premiers secours complète. Il n'avait aucune intention de mettre fin à la vie de Cody. Un tel acte serait bien trop simpliste, trop propre. Le sort qu'il envisageait pour Cody était considérablement plus grave. Le camion de Cody arriva précisément à 8 heures du soir. Mason, regardant à travers la fenêtre sale, vit Cody en sortir. Il regarda autour de lui nerveusement. La pression cumulative des mois précédents avait visiblement fait des ravages. Cody avait perdu beaucoup de poids, ses cheveux étaient ébouriffés et il se déplaçait avec la prudence méfiante d'un homme habitué à anticiper les ennuis. « Bonjour, Cody », annonça Mason, sortant de l'ombre. Cody se retourna brusquement, son visage trahissant une succession rapide d'émotions, confusion, reconnaissance et, finalement, une peur palpable. « Mason, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est toi qui m'as envoyé l'email pour ce poste. Je ne comprends pas. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Parce que nous devons discuter. » La main de Cody se porta instinctivement vers sa poche, vraisemblablement pour saisir son téléphone portable. « Écoute, si c'est à propos de Sabrina. C'est à propos d'une multitude de choses. Mais oui, c'est à propos de Sabrina. Mason, je peux t'expliquer. Inutile. J'ai déjà entendu ton explication, 13 minutes en fait. Tu veux l'entendre à nouveau ? Mason sortit un petit haut-parleur et lança l'enregistrement. Le visage de Cody pâlit en entendant sa propre voix dénigrer Mason, le qualifiant de pathétique, et relatant avec joie les détails de la liaison. « Où as-tu trouvé ça ? Est-ce que cela importe vraiment ? La question pertinente est, quelle ligne de conduite allons-nous adopter ? » Cody redressa la posture, retrouvant un semblant de sa confiance passée. « Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Je n'en ai pas, grâce aux machinations que tu as ourdies avec Jason. Je veux que tu te battes avec moi. » Quoi ? Un affrontement en tête-à-tête. Pas d'armes, pas de téléphone, pas d'échappatoire. Simplement toi et moi, réglant cette affaire à l'ancienne. Cody laissa échapper un rire forcé, sans joie. Tu es sérieux ? Tu veux te battre avec moi à cause d'elle ? Je veux me battre avec toi parce que tu es un individu lâche. Parce que tu t'es approprié quelque chose qui ne t'appartenait pas. Parce que tu incarnes le genre d'homme qui fait du mal à une créature sans défense. Je ne vais pas me battre avec toi, Mason. Tu es manifestement en proie à une sorte de crise de nerfs. Alors, pars simplement. Monte dans ton camion et rentre chez toi. Cependant, si tu choisis cette voie, cet enregistrement sera diffusé à tous ceux que tu connais, ton ex-femme, ton employeur, tes amis et ta famille. Tous connaîtront la vraie nature de ton personnage. Les muscles de la mâchoire de Cody se contractèrent visiblement. Tu essaies de me faire chanter.
Je te présente un choix, te battre comme un homme, ou être démasqué pour le lâche que tu es. Pendant un bref instant, Mason eut l'idée que Cody pourrait réellement faire demi-tour et s'en aller. Puis, un changement perceptible se produisit dans son visage, peut-être une manifestation de fierté ou peut-être de désespoir. Il ôta sa veste et retroussa ses manches. Très bien. Mais si je te bats, tu quitteras cette ville et tu ne reviendras jamais. Est-ce convenu? Ils se tournèrent autour dans les limites de l'entrepôt désolé, leurs pieds créant un bruit de frottement sur le sol en béton. Cody était plus jeune, plus grand et avait probablement une plus grande force physique. Cependant, Mason avait consacré des mois à un entraînement rigoureux et, plus important encore, il n'avait plus rien à perdre. Cody initia l'échange avec un crochet sauvage et télégraphié, que Mason esquiva sans effort. Mason répliqua par un jab rapide aux côtes de Cody, puis recula stratégiquement. Coup de chance, marmonna Cody. Ils reprirent le combat. Cette fois, Mason adopta une approche plus agressive, avançant avec une combinaison que Ray lui avait enseignée, un crochet gauche au corps, suivi d'un direct du droit à la mâchoire, puis un pas en arrière pour se remettre en position. Cody trébucha mais parvint à rester debout. Tu ne peux pas faire ça, halta Cody, c'est une agression. Seulement si tu décides de porter plainte. Mais tu ne le feras pas, car cela nécessiterait une explication à ta présence ici. Mason se lança à nouveau à l'attaque, cette fois en envoyant des coups de pied bas dans les jambes de Cody. Cody n'était pas un combattant entraîné, il n'était qu'un bagarreur de bar qui comptait sur sa taille et son agressivité. Contre un adversaire préparé, de telles tactiques s'avérèrent inefficaces. L'altercation dura 12 minutes. À la fin, Cody était prostré sur le sol, saignant du nez et de la bouche, sa chemise coûteuse déchirée et souillée. Mason se tenait au-dessus de lui, respirant fortement mais gardant le contrôle. « S'il te plaît, gémit Cody, je suis désolé. Je vais quitter cette ville. Je ne la reverrai plus jamais. Déshabille-toi. » Quoi? Enlève tes vêtements. Tous. Mason, arrête. Fais-le, ou je le ferai pour toi. Les mains de Cody tremblaient alors qu'il enlevait sa chemise, son pantalon et ses sous-vêtements. Il se recroquevilla sur le sol en béton, essayant de se cacher, apparaissant aussi pathétique qu'il avait décrit Mason auparavant. Mason prit des photos sous tous les angles possibles, s'assurant que le visage de Cody était clairement visible. Ces images serviront de police d'assurance. Si jamais tu t'approches à nouveau de moi ou de ma femme, si jamais tu divulgues les événements qui se sont produits ici ce soir, ces photos seront rendues publiques. Tu comprends? Cody hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Bien. Maintenant, habille-toi et quitte cet endroit. Et Cody, si jamais l'idée de trahir une autre personne te traversait l'esprit, assure-toi qu'elle soit incapable de te rendre l'appareil. Mason quitta l'entrepôt avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Toutefois, il n'en avait pas encore terminé. Cody n'avait été que le catalyseur, Sabrina était la véritable cible. Il rentra chez lui pour la première fois en 4 mois, utilisant sa clé pour entrer dans la maison qui, techniquement, lui appartenait encore à moitié. Sabrina était dans le salon, devant la télévision. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son visage affichant la même succession rapide d'émotions que celui de Cody, surprise, reconnaissance et peur. « Mason, où étais-tu passé ? » »« Au travail. »« À quel travail ? » ?»« Tu as démissionné de ton poste il y a des mois. »« J'avais d'autres tâches à accomplir. » Elle scruta son visage, remarquant les changements. Il était plus mince, plus dur, possédant une confiance qui découlait d'une compréhension précise de ses propres capacités. « Tu as changé, observa-t-elle. »« Je suis différent. » Mason s'assit en face d'elle, maintenant un contact visuel inébranlable. « Il faut qu'on parle de Cody. » La contenance de Sabrina vacilla légèrement. « Quoi, à son sujet ? » ?»« Tu sais très bien quoi, à son sujet. Je n'ai aucune idée de ce à quoi tu fais allusion. » Mason sortit son téléphone portable et lança l'enregistrement. Le visage de Sabrina se vida de sa couleur lorsqu'elle entendit sa propre voix discuter de la liaison, dénigrer son mari et rire de son ignorance. Ce n'est pas. Je peux expliquer. Inutile. Je comprends parfaitement. Tu t'ennuyais. Il était excitant. J'étais commode. C'est une histoire simple. Mason, je suis désolé. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Chaque fois que tu lui as permis d'entrer dans notre maison,
Chaque fois que tu m'as menti en face, chaque fois que tu t'es moqué de moi avec lui. Ce n'était que des choix. Sabrina commença à pleurer. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais la sécurité que je t'offrais, la maison, les revenus, la stabilité. Tu aimais avoir quelqu'un pour gérer les aspects banals de la vie pendant que tu te livrais à tes aventures. Ce n'est pas vrai. Vraiment? À quand remonte la dernière fois que tu t'es intéressé à ma journée? À quand remonte la dernière fois que tu m'as embrassé sans que je te le demande? À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé avec la même affection que celle que tu lui témoignais? Sabrina ne répondit pas. Mason se leva et se dirigea vers la cuisine, revenant avec une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce. J'ai déjà apposé ma signature. Tu peux garder la maison. Je n'en veux plus. Tu peux aussi garder la majorité des économies. Je n'ai besoin de peu. Mason, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut faire une thérapie de couple. Je n'ai aucune envie d'arranger quoi que ce soit. Je veux me libérer de toi. Qu'en est-il de 15 ans de mariage? Qu'en est-il? Tu les as jetés pour quelques mois d'excitation éphémère. Mason se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ah, et Sabrina, tu devrais peut-être te trouver un nouveau soupirant. Cody ne sera pas disponible avant un bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Renseigne-toi auprès de lui, si tu parviens à le retrouver. Mason laissa sa femme pleurer dans leur salon et retourna à son véritable foyer, le garage où il s'était patiemment reconstruit à partir des fondations. Au cours des semaines suivantes, Mason observa sa vie passée se désintégrer à distance. Sabrina le contacta à plusieurs reprises, le suppliant de reconsidérer et de leur accorder une autre chance. Il ne répondit jamais. Cody disparut complètement. Des rumeurs circulaient dans la ville selon lesquelles il avait subi une sorte de dépression nerveuse, qu'il avait été aperçu à la gare routière avec une seule valise, achetant un billet pour une destination inconnue. Jason Crow fut reconnu coupable de corruption et condamné à une peine de 3 ans de prison. Le scandale immobilier avait irrémédiablement nui à sa carrière et à sa réputation. Le monde de Sabrina s'effrita plus progressivement. Ses amis commencèrent à prendre leur distance à mesure que la nouvelle de la liaison se propageait. Son travail devint inconfortable car les gens commencèrent à la regarder différemment. Sa famille, qui avait toujours tenu Mason en haute estime, fit clairement connaître sa désapprobation. 6 mois après la finalisation du divorce, Mason croisa Sabrina à l'épicerie. Elle paraissait plus âgée, usée par les conséquences de ses choix. Son panier contenait un assortiment de plats surgelés et de vin. « Mason, dit-elle, sa voix à peine audible. « Sabrina, comment vas-tu? » « Je vais bien. Vraiment bien. » Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. » Mason ne voyait personne, mais il choisit de ne pas la contredire. « Je me concentre sur moi-même pour le moment. » « Tu me manques. »« Je sais. »« Est-ce que je te manque ?» Mason réfléchit à la question. « Honnêtement, la personne que je croyais que tu étais me manque. » « Mais cette personne n'a jamais existé, n'est-ce pas ?» Sabrina se mit à pleurer au milieu du rayon des céréales. Mason n'éprouva aucune réaction émotionnelle en observant ses larmes. Ni satisfaction, ni pitié. Simplement le même engourdissement glacial qui avait remplacé son amour pour elle. « Je suis désolé, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Mais le chagrin ne répare rien. Le chagrin ne restaure pas les 15 années que j'ai gaspillées à croire que je te connaissais. » Mason se retourna et s'éloigna, laissant son ex-femme pleurer à côté des cornflakes. Il avait exprimé tout ce qui devait l'être. 1 an plus tard, Mason travaillait comme mécanicien indépendant, voyageant de petite ville en petite ville et résolvant des problèmes mécaniques dont personne d'autre ne voulait s'occuper. Il menait une existence spartiate, possédait le strict minimum et ne faisait absolument confiance à personne. Il était heureux. Pas le bonheur frénétique de quelqu'un qui essaie de se persuader qu'il va bien, mais la satisfaction sereine d'un individu qui avait affronté les aspects les plus terribles de son être et qui en était ressorti indemne. Par une douce soirée de septembre, Mason travaillait tard dans son garage lorsqu'il entendit frapper à la porte. Il ouvrit et découvrit une femme d'une trentaine d'années, séduisante mais d'apparence fatiguée, tenant une petite valise. « Êtes-vous Mason Reed » demanda-t-elle. « Cela dépend de qui pose la question » répondit-il. « Je m'appelle Jennifer Walsh.
J'étais marié à Cody. Mason scruta son visage, discernant l'intelligence qui se cachait derrière la fatigue. Que puis-je faire pour vous, demanda-t-il. Je sais ce que vous lui avez fait. Je sais ce qu'il vous a fait. Je veux apprendre. Apprendre quoi? Comment faire expier ses fautes à quelqu'un? Mason s'écarta et la laissa entrer. Tandis qu'elle le dépassait pour entrer dans le garage, il aperçut l'étincelle fervente dans ses yeux, la même étincelle qui l'avait enflammé si longtemps. Ce n'est pas aussi satisfaisant que vous pourriez le penser, la prévint-il. Peut-être pas. Mais c'est mieux que l'inaction. Mason ferma la porte et esquissa un sourire. Le Mason Reed d'antan l'aurait éconduite, l'aurait imploré de pardonner et d'oublier, d'incarner la personne la plus noble. Mais le Mason Reed d'antan était mort. Ce qui restait était quelque chose de plus formidable, de plus froid, de plus lucide sur l'essence de la justice et de la rétribution. Dites-moi ce qu'il a fait, dit Mason. Et dans la chaleur enveloppante de son garage, entouré des instruments de son métier et des souvenirs de sa métamorphose, Mason Reed se prépara à enseigner à une autre personne brisée comment se relever de ses épreuves personnelles.